Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons mettre en revue la vidéo de Nota Bene Café. Bon, il y a un peu de temps quand même, parce que ça fait 2 ans. Mais sa première partie sur la Révolution française, qui va concerner donc de 1789 à 1792. Il met en valeur plusieurs points qui sont largement mythifiés par la propagande républicaine. Alors ici, notre but va être de démystifier tout ça et de remettre l'église au milieu du village. On a tous des images en tête lorsqu'on évoque la Révolution. La prise de la Bastille, le méchant Robespierre, tout raide, impitoyable, la terreur, terrifiante évidemment. Marat, le sanguinaire, assassiné dans sa baignoire. Alors là, ce qu'il fait, c'est déjà assez intéressant, parce qu'il va essayer de décrédibiliser assez subtilement toutes les pensées que pourraient avoir les anti-révolutionnaires sur le sujet, en traitant de la Grande Terreur, en traitant de Robespierre et d'autres sujets qui font assez débat. Mais en fait, tu vas vite te tirer une balle dans le pied, parce que bon, ça on pourra le traiter dans d'autres vidéos, mais effectivement, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Et Robespierre était bel et bien un grand méchant, et la Grande Terreur était évidemment extrêmement terrible. Les représentants des trois ordres de la nation, le clergé et la noblesse, qui à eux deux représentent 3% de la population, et le tiers-état, ceux qui travaillent, soit les 97% restants. Chaque ordre a en principe autant d'élus, mais évidemment, on est assez loin d'une représentation proportionnelle et ça n'est pas le cas. Seulement voilà, si sur le papier c'est sympa que le peuple soit représenté, dans les faits, il y a une astuce rigolote pour l'empêcher de passer en force sur des thématiques qui lui tiennent à cœur. Chaque ordre a une voix, c'est-à-dire que tous les députés d'un ordre se mettent d'accord sur un vote et ça ne compte que pour leur propre ordre. Si le clergé et la noblesse votent ensemble, ils ont donc toujours deux voix contre une. Plutôt malin, hein. Alors ici, Nota Bene, ce qu'il essaie de nous faire comprendre plus ou moins subtilement, c'est qu'en fait le vote par ordre était quelque chose d'injuste et non égalitaire. Mais il faut rappeler certaines choses. Déjà, le vote par ordre, par essence, il n'est pas mauvais. Chaque ordre a des objectifs qui sont distincts l'une de l'autre. Le clergé, lui, représente l'unicité du peuple à travers la foi. La noblesse, le militaire et l'administration du royaume. Et enfin, le tiers-état qui est composé des paysans, c'est-à-dire du peuple qui composait à 80% le royaume, et également de l'élite bourgeoise. Elle s'occupe du travail et de l'économie. Donc chaque voix a une importance capitale et il faut le rappeler. D'ailleurs, il veut nous faire comprendre quelque chose et il dit « Si la noblesse et le clergé venaient à se mettre ensemble, alors le tiers-état était écrasé. » Oui, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Maintenant, il faut aussi nuancer quelque chose, c'est que non, la noblesse et le clergé n'étaient absolument pas systématiquement ensemble, car ils avaient des convictions qui étaient vraiment propres à eux-mêmes. Et le clergé n'avait pas forcément pour la noblesse, mais ne les aimait pas non plus. Ils n'étaient pas souvent en corrélation lors des votes. D'ailleurs, on peut noter qu'en 1789, il y a quand même 149 députés du clergé qui va se mettre du côté du tiers-état. Soit la moitié. Donc en fait, dire qu'ils étaient d'accord systématiquement que c'était un système pour empêcher le tiers-état d'avoir la parole est quelque chose de faux. Également, Nota Bene, dans ce passage, va nous dire que le peuple est représenté parmi les députés du tiers-état. Or, c'est pas tout à fait vrai, car les députés du tiers-état n'étaient pas composés des paysans, qui composaient, comme je vous l'ai dit un peu auparavant, 80 à 85% du Royaume de France, mais bien de l'élite bourgeoise. Des médecins, des notaires, des avocats, des juges, enfin, ce genre de personnes-là. Et leur but n'était pas d'aider le peuple, ça ce n'était pas du tout dans leurs intérêts, hein. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était remplacer la noblesse, avoir un pouvoir politique et administratif. En 1614, ça passait encore. En 1789, beaucoup trouvent que cette façon de faire est très injuste, et on les comprend. Même les nobles, comme le marquis de Lafayette, ou des ecclésiastiques, comme l'abbé Grégoire ou l'abbé Sieyès, voudraient que ce soit plus équitable. Par exemple, que le tiers-état ait plus de députés, et que chaque député ait une voix. Le roi, Louis XVI, trouve alors une solution plutôt maladroite. Il accepte que le tiers-état ait 2 fois plus de députés que les autres ordres, mais il maintient le vote par ordre. En gros, ça sert pas à grand chose et ça passe assez mal. Alors, ici, Nota Bene, il va nous dire que beaucoup trouvaient le système de vote par ordre très inéquitable. Sauf que c'est pas tout à fait vrai et c'est encore une fois grandement à nuancer. En fait, grâce au cahier de doléances, on peut à peu près estimer des pourcentages de contestation concernant le vote par ordre. Et là, je vais vous les donner. Alors, avec le clergé, c'est du 30 à 40% qui voulaient un vote par tête. Du côté de la noblesse, 15 à 20. Et du tiers-état, là où on pourrait croire que c'était à 100%, ah ben en fait non, c'était à 60%.
Donc dire que c'était une unanimité, c'est totalement faux. En réalité, on est plus sur du 50-50. Et certes, beaucoup veulent avoir un vote par tête, mais aussi beaucoup, voire plus, veulent toujours un vote par ordre. D'ailleurs, même si tout le tiers-état était pour un vote par tête, ça ne veut pas dire que celui-ci est mal ou qu'il n'est pas équitable. Parce que quand on regarde plus précisément, moi je ne trouve rien d'inéquitable. Parce que ce n'est pas une personne qui décide pour un ordre, mais tout un éventail de personnes. Le clergé n'est pas dirigé par une seule personne, mais par plus de 300 députés. Alors, tous ensemble, ils peuvent se mettre d'accord en démocratie pour se rassembler sur un sujet. Pareil pour la noblesse et pareil pour le tiers-état. Ces cahiers de doléances, ils disent globalement que le système monarchique ancien, ça ne va plus du tout, et que le système des trois ordres, il est totalement dépassé. Bon, alors dire que les cahiers de doléances disaient globalement que les trois ordres étaient dépassés et que la monarchie ne tenait plus, c'est une grosse manipulation, parce que les cahiers ne disaient absolument pas ça. Surtout le contraire par rapport à la monarchie. À chaque début de cahier, on avait souvent vive le roi est bon mais mal conseillé. Le peuple ne rejetait absolument pas le roi ni la monarchie, très loin de là, puisqu'il y était formellement attaché. Concernant les trois ordres, ils ne disent pas non plus qu'il est totalement dépassé et qu'il faut le supprimer. Ça, c'est totalement faux. Ce que les cahiers de doléances disaient, ce n'était pas que les trois ordres étaient dépassés. Non, ce qu'ils réclamaient, en fait, c'était une répartition plus juste des charges et des droits. Certains demandaient même l'égalité devant l'impôt, mais pas du tout la suppression pure et simple des ordres. Ça, c'est un mythe, justement, fait par la République, et surtout dans la troisième. Mais la crainte qui a mobilisé les Parisiens se diffuse dans toute la France, et les paysans se soulèvent. C'est ce qu'on appelle la grande peur, où des troupes de paysans viennent dans les châteaux et détruisent les armoiries des nobles et surtout les documents fiscaux qui établissent les impôts qu'on devrait payer aux seigneurs. Alors ici, il nous donne l'argument de la grande peur, soi-disant le peuple qui se révolterait à son tour, sauf que c'est faux, en fait le peuple n'était pas révolutionnaire et ils n'ont fait ça absolument pas idéologiquement, mais surtout spontanément par un geste de légitime défense. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait la grande peur, elle intervient à cause des rumeurs propagées justement par les bourgeois. En gros, des gens sont allés dans les campagnes pour dire la noblesse vont vous envoyer des brigands, oui, une armée de brigands pour brûler les récoltes, etc. Donc forcément, la paysannerie est inquiète. Et à son tour, elle s'arme et va directement dans les châteaux pour commettre des pillages, parfois même des incendies, mais bon, ça c'est dans 1 ou 2% des cas, et pour effectivement déchirer et enlever les feuilles d'impôt, excusez-moi. Alors maintenant, il y a quand même une chose à dire, c'est que le phénomène de la grande peur n'est absolument pas un phénomène qui est national. Il est circonscrit en fonction des régions. Et beaucoup d'historiens disent même qu'il est très limité, quand bien même il a eu un impact fort dans l'Assemblée nationale. Mais il faut toujours rappeler que non, le peuple ne s'est pas révolté, il a été manipulé et a agi par faux semblant de légitime défense. Et d'ailleurs, il a même appelé la protection du roi, ce qui est assez ironique. Les Autrichiens, les Espagnols avancent au point que l'Assemblée déclare la patrie en danger et demande que des volontaires s'engagent pour renforcer l'armée de métier. C'est un succès immense et des dizaines de milliers de patriotes s'engagent dans le conflit. Ils arrivent à Paris à l'été 1792 et beaucoup d'entre eux sont des révolutionnaires jacobins et républicains. Alors ici on a certainement le plus gros mensonge de la vidéo. Soi-disant les volontaires qui ont eu une réussite totale et qui étaient unanimement jacobins et républicains. Bon, ça c'est totalement faux. Déjà, si c'était une grande réussite, on n'aurait pas obligé d'avoir des levées obligatoires pour toute la population. Ça c'est un premier point. Dans un deuxième point, dire que tous étaient républicains et jacobins, c'est totalement faux. Ça c'est une idée qui a été déjà démystifiée par tous les historiens. En réalité, ceux qui étaient réellement républicains et jacobins, on les compte entre 10 et 20% maximum. En réalité, ceux qui allaient, c'était plus soit par patriotisme, par peur de se faire prendre la terre, mais c'était vraiment par un mouvement de peur. La France, les gens avaient quand même un attachement au pays. Et ils ne venaient pas pour la République, mais simplement pour leur patrie, leur culture et leur foi. Rien de plus.